la relation que tu as avec l'architecte, qu'on avait avec l'architecte ici, n'était pas une relation de commande. C'était une relation où on construisait aussi quelque chose. Avant de construire la maison, on construisait un projet de société, de vie individuelle, mais d'une mini-société ici aussi. Et c'était aussi cette question-là de la relation qu'on a avec la forêt, la relation qu'on a avec le terrain, comment est-ce qu'on utilise cette terre. Luc est dans le divan et moi je suis ici. On a chacun son coin préféré. C'est-à-dire d'ici on voit le jardin. Et c'est vrai le matin quand le soleil se lève, c'est beau. Hein? Même en plein hiver on voit le soleil se lever. Surtout en plein hiver. C'était la première prairie qui était à vendre, parce qu'il y a eu après comment on appelle ça, le remembrement. Et alors le remembrement, ils voulaient nous enlever notre prairie, nous donner un terrain ailleurs, et on a dit, vous nous tuez si vous faites ça. Parce que tous les week-ends, on venait, on arrangeait, on plantait, enfin. Les gens étaient au courant qu'on venait souvent. C'était pas simplement un achat et l'abandon, non, c'était une espèce de paradis comme ça où on venait camper et jouer à l'homme de Néandertal. Et on s'est dit, bon, si on n'a plus rien, on a notre camionnette, on vient sur la prairie, on campe et on vit dans notre camionnette, quoi. Hein. À l'approche de la pension, petit héritage, l'assurance vie a fait que on pouvait tout rassembler et payer cash. Voilà. Donc pas faire d'emprunt. Voilà. Ah voilà, ici. Cher Eric, je t'écris ces quelques mots comme tu nous l'as demandé à propos de notre future maison. Pardon pour les fautes d'orthographe, il y a longtemps je n'écris plus en français. Moi je suis prof de russe, hein, donc j'ai beaucoup écrit en russe. Voilà, j'aimerais une maison qui nous protège du vent, de la pluie, du froid, mais qui soit bien chaude grâce au soleil. Mais j'ai aussi besoin que de l'intérieur de la maison on puisse voir la prairie. J'aimerais des fenêtres qui donnent très peu vers l'est, vers le sud et l'ouest, même si les vents dominants soufflent de là. Depuis 10 ans, nous entretenons et embellissons cette prairie et il y a des petits coins que j'aime particulièrement. Les fenêtres qui s'ouvrent permettent de rêver quand on est à l'intérieur et de s'échapper au dehors dès qu'on a envie de sentir l'air frais du matin, les ambiances du dehors. J'imagine en bas un lieu de séjour avec une porte-fenêtre au sud. Ce lieu de séjour, une grande table principalement et un coin où on est assis confortablement. En bas aussi un atelier pour Luc. Je l'imagine donnant vers l'ouest avec une porte, ou bien sûr une fenêtre donnant directement sur le jardin où il peut essayer ses vélos et ses machines et les remorques à vélo qu'il construit. À l'étage, totalement séparé et isolé du living, donnant vers le sud et vers l'ouest, une pièce pour dormir, lire, rêver, s'isoler du reste de la maison, avec 2 fenêtres d'où l'on voit la prairie de son lit.
chambre où je peux ranger mes nombreux livres. Une pièce servant à ranger mes vêtements, nombreux, et ceux de Luc peu nombreux, mes livres russes où pourraient dormir mes petits-enfants quand ils viennent jouer et loger. La salle de bain peut se résumer à une douche-bain et un évier. Il faut trouver un endroit pour mettre la machine à laver. Finalement, on n'a pas pris de machine, on n'a plus de machine à laver, on n'en veut plus. Pour le WC, j'ai pas d'idée a priori. Situation actuelle. La maison que nous louons actuellement est une ancienne ferme bâtie autour d'une cour et d'un ancien fumier devenu jardin de plantes et d'arbustes. Toutes les pièces donnant sur la cour et le jardin sont comme des caves, humides et froides. Bien souvent, je prépare mes cours dans mon lit pour ne pas avoir froid. Certains hivers, on caille, on va marcher pour se réchauffer. Voilà en gros la situation. Je suppose que tout ceci est matière à discussion. Tu as dit que ce sera spartiate, d'accord, mais comme dit Luc, pourvu que ce ne soit pas Diogène. Mais je me réjouis de notre future collaboration et je suis sûre que l'on arrivera à trouver quelque chose. Ce que j'ai expliqué, c'est le rêve, la réalité sera peut-être tout autre. Bien cordialement, un buquet. Voilà. Mais, je crois que c'est réalisé, hein. Mais en plus, je me rappelle d'un truc qu'on se disait, Luc et moi, qu'on allait finir dans un poulailler sur une petite barre et qu'on nous jetterait des grains de maïs. Et en fait, quand je vois le balcon et qu'on est là, eh bien, ça correspond, l'image correspond à ce qu'on supposait. Non, oui, je trouve que c'est tout à fait... Voilà. Quand on est entré dans cette maison, c'était fascinant. C'était fascinant que tout soit bien sec, que quand on met un essuie qui vient de la lessive, il sèche tout seul, alors que de l'autre côté, il moisissait. C'est pas évident. J'ai reçu une revue d'une amie de ma femme. Il y avait le plan d'un séchoir. Ça avait l'air simple. Hein. C'est bourré d'erreurs, ce truc. Et j'ai dit, ouais, ça j'ai fait. Alors, il faut une journée de travail et 30 €. Mais la journée de travail, il y a presque une semaine que je suis occupé. Mais j'y arriverai parce que j'ai envie de sécher des plantes. Et des fruits. Voilà. Ok. Pas de cave, il n'y a pas de grenier, alors j'entasse tout ici. Sinon tu peux monter, j'aimerais bien emménager l'étage là-dessus. Hein. Mais bon, c'est le foutoir pour le moment. Que là je serai vraiment content quand j'aurai mon zottecote là au-dessus. Là je serai vraiment chez moi alors. De temps en temps, je fais une sieste ici. Oui, j'ai quand même mis un lit déjà, il y a un lit, j'ai une cuisine là au-dessus. Le charpentier a une maladie, on a donc dû arrêter 1 an. Donc ça c'était effrayant, enfin c'était dur à supporter l'attente.
Et tout doucement, les choses qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'était incroyable, ça c'est. Oui, la charpente, c'était superbe. Et comme moi, je suis vraiment un artisan, je me sens vraiment artisan, et je sais très bien que un artisan, il faut pas le forcer, hein. Il faut le laisser faire. S'il dit il faut 1 an de délai, eh bien il faut lui laisser 1 an, parce que si on raccourcit les délais, ça va pas. Alors c'est pour ça moi je ne m'en suis pas fait, parce que tous les gens qui savaient qu'on construisait, et ta maison elle est finie, ta maison t'as fini, ça a été le plus dur pour moi. Ça j'ai appris avec la construction, c'est de ne plus jamais dévoiler mes projets. C'est fini. On vous dit où vous devez habiter, ce que vous devez construire, et la plupart du temps on vous impose un passéisme. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de construire au XXIe siècle comme on construisait au XIXe siècle et de faire des maisons en briques rouges? Et puis la plupart du temps aussi on vous impose quand même un mauvais goût qui est assez monumental. On vivait dans une petite maison ouvrière au centre-ville avec très peu de lumière, des toutes petites pièces en enfilade où il fait très sombre, pas de jardin, une petite cour, et donc des pièces, des portes, des murs, des escaliers partout. De l'architecture traditionnelle, quoi. En fait, on avait envie de quelque chose qui était totalement différent de ce qui nous oppressait un peu dans cette maison. Et donc, c'est un peu cette fameuse phrase de Jacques Brel, une maison avec beaucoup de fenêtres et puis presque pas de murs. Une fois qu'on a décidé de construire, il a fallu pendant des années chercher après un terrain. Ici, c'était il y a 10 ans, donc il n'y avait pas encore d'internet, des annonces, etc. Et donc c'était simplement le voisin qui vendait et qui avait mis une pancarte ici devant sur la rue à vendre. Et on est passé dans la rue et on a dit ok, on achète. Et puis la volonté de travailler avec Eric, et ça qui était la nôtre, et donc ça c'était amusant aussi, c'est qu'au début il ne voulait pas. Donc nous on a dit on veut construire avec toi, et lui au début nous a dit non, il ne faut pas mêler la famille à ça, et ça va être, si on a des difficultés, etc. Voilà, je préfère que mon frère ne soit pas mon client. Je pouvais tout à fait comprendre, effectivement. Est-ce que la maison est haute? Est-ce que la maison est basse? Voilà, quelle est l'orientation? Et donc on a pu vraiment beaucoup se promener, se dire, tiens, ici, on s'imagine bien que c'est la vue qu'on a de la chambre, ou du salon, ou de la cuisine, et personne d'autre nous aurait dessiné ça par rapport à ce qu'on a exprimé au départ. Il y a plein de petits gestes architecturaux comme ça qui font que, très certainement, on vit autrement que dans une maison où les pièces sont les unes à côté des autres, en enfilade. Oui.
puis il y a quand même il y a quand même des pièces où on peut s'isoler. Donc il y a 2 salons, il y a un salon en haut qui est plus ouvert, effectivement, qui n'a pas des murs partout, qui a des murs qui s'arrêtent à 1 mètre de haut et qui ne vont pas jusqu'au plafond. Et puis il y a un autre salon en bas où, même si on est toujours dans le même volume, ben, on est plus isolé, on est un peu plus bas, la porte d'entrée est plus étroite. Donc voilà, si on veut aller bouder quelque part, c'est quand même toujours possible. Le premier plan, ben pour nous, il était parfait. Et Eric avait compris tout ce qu'on avait pu exprimer en tant que profane. Et d'autre part, on n'a rien dû changer par rapport au permis d'urbanisme, puisque voilà, il y avait une incompréhension totale de la démarche. Donc on s'est dit, c'est pas la peine d'essayer d'adapter le projet pour rencontrer les objections de la commune ou de la région, parce que les objections, elles allaient tellement loin qu'on a dit, voilà, on fait comme ça, on ne va pas transiger sur ce qu'on va faire. C'est devenu effectivement à un moment donné une démarche politique par rapport à cette politique qui est menée en région wallonne et qui est très intrusive et qui ressemble quand même très très fort à une société de contrôle qui va jusqu'à contrôler dans quoi vous allez habiter. On en fait peut-être un peu trop avec ce phénomène NIMBY, justement parce que vous êtes avec les gens du voisinage, vous pouvez parler avec eux, etc., expliquer les choses, et donc non, on n'a jamais eu aucun problème, aucune remarque. L'autre question qui est celle d'obtenir un permis d'urbanisme, là c'est le contraire, oui, là c'est la croix et la bannière, oui, ça a duré des années aussi, ça a été très très difficile et il a fallu aller assez loin. Voilà, au début c'était une incompréhension totale de ce qu'on voulait faire, une incapacité totale de comprendre, même simplement de vouloir comprendre la démarche, donc il a fallu expliquer énormément. Faire plusieurs réunions avec les chemins de l'urbanisme et puis avec le collège, toujours aller expliquer nous-mêmes et pas laisser, voilà, on est allé voir la commune et puis dire ok, on va présenter les choses au collège. Je dis non, vous n'allez pas présenter les choses au collège parce que vous n'avez pas compris, et donc nous voulons aller nous-mêmes avec l'architecte présenter les choses au collège, aller présenter le dossier aussi nous-mêmes à la région wallonne pour expliquer tout. Voilà, malgré ça, malgré tous ces efforts, ça s'est finalement assez mal passé, et il a fallu de longues années de conviction, et on est allé jusqu'à aller expliquer au ministre de l'énergie de l'époque et au ministre de l'aménagement du territoire de l'époque ce qu'on était en train de faire, parce qu'on sentait qu'on allait nous refuser le permis et que nous on voulait aller jusqu'au bout. Et donc si on ne nous délivrait pas le permis, on était déterminé à faire un recours auprès du gouvernement wallon pour l'obtenir. Et donc finalement c'est comme ça que la commune nous l'a donné, c'est parce qu'on est allé voir les 2 ministres concernés à l'époque, qui étaient Michel Forêt et José Darras, et on leur a présenté le projet. Ils nous ont dit mais c'est magnifique, si vous faites un recours au gouvernement wallon, bien sûr vous l'avez le lendemain, on signe tout de suite. Et donc on est retourné à la commune en disant écoutez, maintenant ce serait peut-être bien qu'on s'entende, quoi. Et puis finalement, la maison, elle est là, elle est dans le paysage. Les gens se rendent compte que ça ne gêne personne. Le prêt-à-penser, le prêt-à-manger et le prêt-à-habiter semblent encore très, 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 très présents.
La première chose qu'on a fait, c'est pas venir habiter ici. La première chose qu'on a fait, c'est mettre en place l'habitat groupé. Avoir un bois autour de chez soi où on peut se promener, où on peut prendre du bois, où on peut utiliser le bois pour se chauffer, on peut prendre le bois pour construire aussi. Ça, c'était assez magique. On a été très vite dans l'action, en fait. Quand on a acheté, ça s'est passé assez vite. On a acheté en juin 2001. Trouver des bûcherons, couper les arbres, les amener en Syrie, les faire revenir sur le terrain. Donc c'était vraiment de l'action très concrète. Mettre en place un fonctionnement de groupe. Et puis très vite, les soucis avec les riverains. Voilà, donc ça a démarré tout de suite. Hein, dès qu'on a acheté, dès qu'on a mis un pied sur le terrain, ça a démarré. Ouais. Donc voilà, ça nous a plongé tout de suite dans des choses auxquelles on ne s'attendait pas, plus compliquées. Et le groupe qui s'était constitué un peu par hasard comme ça au départ, chacun avait des réalités de vie différentes et des situations familiales différentes. Des motivations différentes. Des motivations différentes. Et puis plus ça durait, plus voilà, quand tu achètes que tu n'as pas d'enfant et puis que tu en as 3 mais qu'il n'y a toujours rien qui arrive, je comprends que tu t'en as un peu marre. De te dire est-ce que je vais construire un jour ici quoi. Il y a eu une période où c'était très dur. On ne venait même plus tellement ça nous dégoûtait. Les choses ont quand même avancé tout doucement, c'est-à-dire on a eu le permis finalement, les maisons ont commencé à monter sur le terrain, donc il commençait à y avoir de la vie. Il n'y avait pas encore l'abri de jardin, mais on avait une tente, on montait la tente. Et donc voilà, on a construit l'abri de jardin, et puis en fait on venait tout le temps. Et donc on a demandé aux enfants, voilà, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vient ici, est-ce qu'on reste à la maison. Les gosses, on rentre de l'école, on rentre du boulot, ils restaient un peu dans la cuisine parce qu'ils avaient faim. Et puis après, ils se cassaient tous dans leur chambre, on ne les voyait plus, et puis ils redescendaient pour manger, et puis c'était douche, lit, machin. Et en fait ici, moi je trouve que ça a été vraiment un super moment quand on a déménagé, parce que eux qui étaient déjà plus grands, il y avait vraiment de la communication, quoi. On était dans cet espace et obligés d'être attentifs aux horaires de répétition de piano d'Agathe, pendant que l'autre attendait pour faire sa trompette, que le troisième devait faire son truc en néerlandais. Et donc d'avoir la conscience en fait des réalités de chacun, des besoins de chacun. Ils sont vraiment attentifs à pas faire trop de bruit. C'est comique quoi, hein. Je me dis, ils sont quand même taiseux quoi, tu vois. Agathe elle parle beaucoup et elle s'exprime tout ça, mais elle sait à un moment donné sentir la place à prendre dans un groupe et puis trop pareil quoi. Et donc je me dis tiens ça induit un truc qu'on n'imaginait pas à la base. C'est l'effet tribu. Et pour le couple alors? Ça va encore parce que nous notre chambre elle est ici au-dessus, donc ouais, avec un tout petit plafond. Non, je trouve que ça va parce qu'il y a l'espace là avec les gosses, ça reste les deux espaces savent se fermer entre les deux. Mais il faudrait que ça change parce que maintenant les enfants sont grands, voilà. C'est juste là maintenant le problème c'est qu'ils sont plus grands et on se dit bon allez pour eux il faut qu'on... Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'avoir leur bureau, d'intimité, voilà, ça c'est plus... ouais. C'est comme les petits chats en fait, il faudrait qu'ils ne grandissent jamais, qu'on les laisse comme ça dans un truc, mais non, je trouve que ça va, ils gèrent bien quoi. Mais je pense qu'ils seront très contents quand on sera dans la maison. Ouais. Parce qu'on se fait une idée aussi, maintenant on doit vraiment avoir des grandes maisons, les enfants, chacun leur pièce. Avant on ne vivait pas comme ça, pourtant on vivait. Mais il y a plein de pays où... Exactement, donc je pense que ce sont... on ne vit pas comme ça. Alors, parfois je crois qu'ils peuvent avoir difficile vis-à-vis de leurs copains. Je pense par exemple qu'Agathe a eu un passage qui n'a pas duré longtemps où elle a eu un peu dû, et puis je crois qu'elle a compris et elle a pris le taureau par les cornes et elle a fait venir ses copains ici et en fin de compte elle fait des fêtes ici avec les amis et tout le monde s'amuse très bien.
Je pense que par exemple, le choix, tu vois, de la maison, moi je m'en rends compte seulement maintenant, le fait de se dire que la maison, c'est pas le plus important. C'est comique parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on est au quotidien, mais je me dis la relation à la maison, c'est il y a peu de temps qu'on s'est dit finalement, on n'a pas envie de consommer une maison. Et on se dit, tiens, quand on regarde les chantiers à gauche, à droite, à l'extérieur, la relation que les gens ont avec leur habitation, ben, c'est fort, voilà, on achète quelqu'un pour la faire, on est dans une relation de consommation finalement par rapport à un projet de vie. Ouais. C'est pas la maison qui nous a guidés, c'est l'habitat groupé. Ouais. Et je pense que ça, c'est une force, honnêtement, je pense que c'est une force parce qu'on n'est pas, justement, on n'est pas, et là je te rejoins quand tu dis au niveau de la société de consommation, nous on ne consomme pas, on ne consomme pas, on est là justement pour essayer de construire. C'est ça la grosse différence. Et, oui, c'est ça, et construire les relations, construire le groupe, construire des choses ensemble. Et la priorité, c'était ici, avec le projet et participer à la vie, et voilà, des rencontres, des fêtes, c'est pour ça qu'on a le travail. Et c'est pour ça, oui. Ben, oui. On travaille sur ce type de projet, l'architecte rentre un peu dans notre intimité. Et on rentre aussi un peu dans la sienne, dans son évolution de vie également. Le plan, c'est effectivement d'avoir une maison pas très chère qui offrait des possibilités ici latérales. Donc il y avait un terrain mitoyen qui était libre. Disons, dans le détail, au départ, j'avais comme connaissance Bernard Herbeck. Mais je veux dire, on a eu pas mal de remises en question ici, ça a duré au niveau financier, etc. Et Bernard a été occupé par la place Saint-Lambert et nous a conseillé Éric Fernet-Mont à ce moment-là, qui était proche dans sa démarche. Donc on a rencontré Éric et on a sympathisé et travaillé ensemble sur un projet qui a duré plusieurs années. Quand même. Que ce soit dans ton travail ou même, on invite dans ton approche de collaboration comme celle avec Éric, au-delà de la construction d'un espace, il y a toute une démarche intellectuelle et philosophique. Intellectuelle et philosophique, c'est peut-être un peu visé haut. Disons que je pense que, comme tous les artistes, on a le choix entre deux hypothèses, entre l'esthétique garage, le vieux récupéré, ou le neuf, qui est beaucoup plus difficile. On a opté pour cette solution-là, pour quelque chose de créatif et de totalement nouveau, dans un budget quand même assez limité. La verrière qui prend toute la longueur de la maison est orientée plutôt vers le sud, ce qui est déconseillé traditionnellement pour la peinture, sauf que c'est déconseillé pour la peinture figurative, qui travaille sur les nuances plutôt fines, donc on oriente souvent les verrières plein nord pour ne pas qu'il y ait de fluctuations. Ici, mon travail n'a rien à faire avec la peinture figurative et les nuances très fines, donc les variations de lumière m'intéressent plus finalement qu'une lumière neutre du nord. Parfois, les projets m'amènent à travailler fort peu, à réfléchir beaucoup et à travailler finalement, à être un peu frustré parce que le travail de plasticien, qui est un plaisir, dure très peu de temps. Donc c'est parfois la réalisation de lignes, de mise en espace, etc., mais qui sont très rapides. Et le temps de réflexion, de maturation prend plus de temps que le travail en atelier, donc c'est très fluctuant. C'est un espace de production, mais c'est un espace dans lequel je viens lire pour l'occuper. Donc c'est un espace de vie aussi, mais que j'essaie de réserver à un usage exclusif.
du travail artistique. Donc je viens y lire, mais je ne viens pas y faire, ce n'est pas une menuiserie familiale. C'est plutôt un endroit où surgissent les choses autant qu'elles se font, quoi. Il y a une partie assez conséquente en autoconstruction. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question du choix avec l'âge. A-t-on bien fait, a-t-on mal fait? Mais disons que j'ai un certain plaisir à construire, que ce soit du gros œuvre ou de l'électricité, ou peu importe, avec les limites qui sont les miennes. Donc à un moment donné, la structure en bois, c'était à moi guidonner toute ma vie, n'était pas réalisable, ne fût-ce qu'en échafaudage et en connaissances techniques. Tout ce qui est maçonnerie, menuiserie de base, plafonnage, etc., ça c'est effectivement réalisé en autoconstruction, donc ça a pris quelques années avec l'assistance d'Éric Funermont aussi au niveau technique évidemment. Ce sont des matériaux qui, dans la mesure du possible, sont durables. Donc soit ce sont des matériaux, déjà le fait de construire en bois n'est pas anodin, je pense. Il y a pas mal de matériaux aussi qui viennent de récupération, notamment au niveau de l'isolation. Voilà, et tant que les moyens le permettent, c'est le plus écologique possible, mais sans radicalisme. C'est le seul projet architectural de ma vie. Et donc c'est le projet avec lequel j'ai découvert le principe même de l'architecture. Et ce qui m'a amusé, c'est que le métier d'architecte que je découvrais, que je ne pratique pas, mais que je découvrais à travers Éric, est peut-être un métier du regret, quelque part, puisque le fait de construire révèle une infinité d'autres possibilités qui se révèlent en construisant. Donc on est à la fois dans la satisfaction, mais toujours dans la frustration, parce qu'une idée en engendre une autre, quoi. Donc dire qu'on ferait les choses de la même façon, bien sûr que non. Parce qu'on apprend en faisant, quoi. Et la perception de l'espace, même si je travaille communément avec des perceptions spatiales, ça tient toujours de la surprise. Déjà, le dialogue avec un architecte est complexe. Donc on est deux, l'architecte a sa vision. Le type d'architecture d'Éric Funermont se rapproche de la sculpture. Donc il fait œuvre formelle en réalisant ses maisons. Donc il y a une confrontation entre l'idée formelle et l'idée utilitaire de la maison. Ça peut paraître totalement inutile, mais la verrière est à 14 mètres du sol, ce qui au départ n'est pas une nécessité pour un artiste. Bon, ça fait sens avec la maison, ça a son prix et ça a son confort aussi. Donc c'est une contrainte formelle qu'on s'est imposée, mais qui ne déçoit pas. Après, maintenant, oui, pour le même prix, on peut avoir 150 mètres carrés au niveau du sol, avec une entrée camion et un espace rectangulaire, donc ce n'est pas l'option qu'on a choisie. Nous n'avons pas de correspondance épistémologique sur la sculpture ou sur l'art, mais il est clair que je connaissais intuitivement, culturellement, le milieu d'où il provenait, avec les influences de l'architecture organique, etc. Donc c'était quelque chose qui était typé dès le départ. Donc c'est posé assez vite la question pour moi de savoir si c'était une bonne idée de pouvoir travailler dans un espace signé, donc formellement pas neutre, quoi. Et finalement ça ne m'a jamais pesé. Je veux dire, la courbe est dépersonnalisée. Je crois qu'un espace rectangulaire est aussi contraignant qu'un espace courbe, pour moi en tout cas. Ce que je fais répond toujours à un lieu, à un rythme ou une cassure dans le lieu, qu'il soit courbe ou rectangulaire. Donc c'est toujours des œuvres qui sont en dialogue avec d'autres choses. Donc ici, c'est devenu
invisible, ou en tout cas utile pour moi, cette relation à l'espace. Qui ne vient pas de moi, mais que j'ai intégré. Voilà, mais chaque chose aussi avec Eric a fait l'objet de négociations entre. Je ne reviendrai pas sur certaines choses, mais entre le geste architectural et l'utilisation possible par un artiste d'un lieu. C'est clair que dans les discussions, il me fallait une proportion de murs blancs utilisables, blanc ou pas blanc, mais de murs utilisables, qui ont influencé son travail, quoi. On habitait dans une maison ici dans le village, une vieille maison en pierre, et on avait eu le projet de restaurer cette maison. Et finalement, on a eu l'opportunité du terrain, on n'arrivait pas à trouver dans cette maison comment être bien, c'était quand même assez sombre, et on était attirés très vite par des matériaux écologiques. Et toi, tu as vu en fait Eric dans une émission à la télévision. C'était la présentation de la maison de son frère. Et je me disais, bon, c'est un peu con de contacter quelqu'un que tu as vu à la TV. J'ai retrouvé son nom, j'ai tapé sur internet et on s'est contacté comme ça. Il était à Oui à l'époque. Et on allait manger un petit bout là, sur le temps de midi. Je sais pas, ça s'est bien passé. On était intéressés par sa manière d'aborder les choses. Qui était une manière un petit peu originale. Un petit peu décalée. Un peu décalée. Mais tout de suite, humainement, c'était vraiment... Moi, je me suis sentie entendue dans le projet. Et très vite, il a dit, par exemple, je vais vous demander de réfléchir tous les deux de votre côté. Vous allez faire, sans vous consulter, une liste d'éléments qui sont très importants pour vous dans votre future maison. Et déjà, cette approche-là, il n'y avait aucun autre architecte qui nous l'avait proposée. Ce qu'on a bien aimé, oui, c'est l'aspect moderne, l'aspect écologique. Et un peu un côté radical chez Eric. Et que moi, j'ai bien aimé. Parce que radical dans le sens, on va vers l'écologie, les matériaux le plus de la région, des matériaux sains, et ça, ce n'est pas discutable. Ah oui, voilà. Ouais. Et ça, c'était bien. Parce qu'il l'amenait de manière... intelligente. Ouais. Parce qu'il nous a fait évoluer aussi, puisqu'on ne connaissait pas trop ce monde-là. Il avait dessiné la maison très proche de la rue, il avait vraiment utilisé la déclinaison du terrain et mettre les chambres en bas. Moi, je n'avais pas imaginé ça. Avec son enthousiasme, moi j'étais vite convaincue, en me disant oui, c'est vraiment bien. Moi j'aimais bien aussi, c'est qu'il alliait et la rigueur, quand il y avait les réunions de chantier, et en même temps il y a une dimension humaine de gestion avec les corps de métier. Et puis toi tu étais là toutes les semaines aussi. Et ça, on a passé énormément d'heures avec lui, et on n'a jamais eu l'impression qu'il nous imposait quoi que ce soit. Mais néanmoins, il mettait en avant ses arguments. Voilà, oui. Et il voulait vraiment que ce soit un choix. Et donc, à aucun moment, on s'est senti frustré. Et inversement, à tout moment, on s'est senti entendu aussi. On a repris la feuille de nos désirs, il y avait quasi tout. Et tout est quasiment là, en fait. Donc inconsciemment, je pense qu'on est bien dans la maison parce qu'il a vraiment entendu et mis en place une architecture qui répond à l'ouverture sur la nature, par exemple. Pour nous, c'était important, une grande pièce de vie pour vraiment profiter au jour le jour. Et c'est vraiment notre maison, c'est pas la maison de l'architecte, moi je trouve. C'est notre maison et l'architecte, il nous a aidés à concrétiser notre rêve de maison. Comme on a des enfants une semaine sur deux,
on voulait aussi qu'on ne soit pas nous dans cet espace couloir de chambre vide pendant la semaine où il n'était pas là. Ça, c'est l'avantage aussi de construire un peu plus tard, c'est qu'on avait déjà une manière de vivre. Donc nous, ça nous permet de vivre finalement essentiellement sur un seul étage en permanence. Et alors, soit en fonction des enfants, soit en fonction du professionnel, le rez-de-chaussée est utilisé et s'adapte vraiment à soit il y a même personne, soit il y a même beaucoup de monde. Oui. Et ça fonctionne bien. Et les enfants, ils disent oui, on a notre espace à nous en fait, quand ils sont en bas. Non, mais oui, leur chambre, leur salle de bain, il y a même un petit salon. Et leur rentrée à eux. Donc ça fait vraiment quasiment 2 maisons, mais qui en même temps se marient bien quand elles sont ensemble. La maison a déjà entraîné des dizaines et des dizaines de discussions. On a participé aussi aux portes ouvertes pour les maisons écologiques. Une fois par an, il y a des visites. Donc on a accueilli des groupes. Et Axel, toi, tu t'es beaucoup investi dans tout ce qui était technique. Donc tu l'expliques super bien, puisque... Oui, ça m'a beaucoup intéressé, tous les aspects techniques. Donc j'ai beaucoup de personnes qui sont venues nous demander, des amis ou des connaissances, pour venir visiter, pour comprendre. Quand on dit qu'on a juste un chauffage bois, très peu de personnes savent que ça existe. Ou qu'on n'est pas raccordé à l'eau de ville. Très peu aussi de personnes savent que ça existe, que c'est faisable. On est très bien dans la maison, les gens qui viennent adorent la maison. Elle allie la modernité avec l'écologie. Je pense qu'Eric est devenu presque un ami, donc qu'est-ce qu'on peut espérer de plus, quoi. C'était vraiment une bulle et on était au calme, c'était des moments de partage et c'était des moments aussi où on refaisait le monde, on s'interrogeait sur un peu où est-ce qu'on allait atterrir dans l'avenir et du coup c'était... Enfin, je pense que ça va être difficile de retourner à la réalité, de reprendre la vie quotidienne et peut-être de faire des concessions. Mais du coup, pour revenir à ta question, ce qui était vraiment génial, c'est que pendant cet été, j'ai pu rencontrer des bénévoles qui soient architectes, qui soient ingénieurs, qui soient rien à voir, d'âges différents. Il y avait des très jeunes, il y avait des papas-mamans. Et donc c'est des gens qui sont tous très différents, mais le fait qu'on soit tous atterrés ici à Montenier, c'est parce qu'on avait tous des points communs et qu'on partageait des convictions. Et du coup, ça a vraiment permis d'échanger. Et puis, il faut se dire qu'on partageait une maison. Donc, c'était H24 entouré de 10 personnes, de 5 personnes, de 15 personnes. Du coup, ça crée des liens. Et puis, au-delà de ça, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs. Donc, que ce soit les maçons de Constructis ou bien les charpentiers de Coal. Et ça aussi, c'était génial en tant que futur architecte, pouvoir discuter vraiment de construction, de comprendre beaucoup plus des problèmes qu'on se pose derrière l'écran ou derrière le crayon quand on est à l'école en train de dessiner des projets. Quelqu'un qui est observateur extérieur ne se rend pas forcément compte de l'importance que ça a pu avoir à l'échelle de chaque personne. Sincèrement, et je dis pas ça parce que je suis restée 2 mois, mais je pense aussi qu'une personne qui est restée 1 semaine dans ce cadre, c'est vraiment quelque chose
pas qui chamboule la vie, mais qui marque en tout cas la vie. Et puis il faut se dire qu'il y avait beaucoup de jeunes ici, donc c'est aussi pendant une période où on se questionne beaucoup, je crois. Du coup, moi c'est ça que je voudrais dire, c'est que c'est pas juste un projet de chantier pédagogique et une construction, c'est vraiment un impact sur plein de personnes individuelles. Et je m'attendais pas à ça en fait avant d'arriver ici. Peur de pas avoir le choix plus tard et devoir travailler dans des conditions qui me plaisent pas parce que faut bien que je mange. Et, ou bien j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être aussi le risque de pouvoir arriver à ce que je veux faire, mais plutôt dans un cadre un peu alternatif. Et j'ai pas envie de ça non plus. J'ai pas envie de me sentir en marge en fait de la société. J'aimerais pouvoir faire ce que je veux et ce en quoi je suis convaincue, mais comme un architecte lambda en fait. Si on veut voir un changement positif dans la société, dans le monde, dans les communautés, il faudrait que, je dirais pas les valeurs que je défends, mais que les valeurs qui sont actuellement un petit peu alternatives et qui sont considérées comme novatrices ou comme ce qu'on pourrait appeler des idées un peu de niche, arrivent à être de plus en plus populaires et acceptées comme normales. Et je pense, pour m'être posé la question avec des amis, je crois que peut-être la solution là-dedans, ce serait d'atteindre des petites échelles. Un petit peu, je crois que comme ce qui est voulu par Eric ici, c'est s'intéresser à un petit territoire et essayer de faire une expérience, un petit laboratoire à une échelle restreinte, en espérant que l'exemple soit suivi ailleurs, mais aussi remodifié, réadapté. Ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est un peu un mélange de tout, et là je reviens à Eric, c'est que j'ai un peu réfléchi avec le recul comment ça s'est passé. En fait, je me rends compte que j'ai fort réagi comme un entrepreneur, si tu veux, au début, et après je me suis rendu compte que Eric, en tant que personne très complexe, c'est bien plus qu'un architecte. C'est un musicien, c'est un philosophe, c'est un poète. Et donc il faut le prendre dans sa globalité pour bien pouvoir travailler avec lui. Il faut le comprendre, si tu le prends que dans une relation entrepreneur-architecte, c'est pas facile. Parce que nous on est assez binaire, on a un plan, on est au millimètre près, on sait ce qu'on a à faire. Mais ici c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus riche évidemment. Même si c'est pas tous les jours facile de travailler avec un philosophe, un musicien et un architecte, ou un architecte qui est tout ça à la fois. Mais d'où la richesse de l'expérience. Et je pense que tout compte fait, quand on tire la ligne, c'est positif pour tout le monde. C'est la troisième fois, c'est le troisième chantier. Mais aussi des chantiers pleins de poésie, de philosophie, et plein de complexité. Mais donc ce sont des chantiers où d'habitude on fait ce genre de chantier par choix. Parce qu'on n'a pas envie de trop s'embêter sur le chantier, qu'on a envie de réfléchir, on a envie de trouver des solutions, et sur ces chantiers, on est servi. C'était des maisons un peu plus courbes que celle-ci, qui est assez angulaire, mais c'est un peu le même message architectural que ce qu'il fait pour lui. On peut adhérer ou pas, on peut aimer ou détester. Je pense qu'il n'y a pas de milieu avec Eric. Soit on aime, soit on déteste. Et l'homme et son architecture.
Et moi, je suis plutôt du côté, j'aime beaucoup Eric, j'aime beaucoup son architecture. Mais il faut comprendre son architecture au-delà des difficultés techniques. Et c'est là qu'intervient l'homme Furnémont, le philosophe, le poète, le musicien. Et si on rentre là-dedans, les choses sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus compréhensibles pour nous aussi, si on se donne la peine de comprendre.